Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce mardi 19 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de Binance, parce que c'est un peu le sujet chaud au niveau des USA. Les USA où on a normalement, demain, la prise de parole de Powell avec les taux. Alors, ce qui va être regardé, ça va être les taux, oui, mais surtout le discours de Powell qui va être effectué et la tonalité qu'il va avoir. Au moment où on a un baril du pétrole qui est en train de s'enflammer, forcément l'inflation va être au cœur des discussions, et c'est un petit peu ce qui va se jouer demain, et on va en discuter dans la partie actualité. Dans la partie technique, on va se concentrer sur le BTC, vraiment regarder où on se trouve, pourquoi on a fait cette accélération, cette chasse à la liquidité, est-ce qu'on va continuer à pousser plus haut, jusqu'où, ou est-ce qu'on va s'enfoncer? Vous allez voir qu'on a des éléments assez forts dans la visibilité, notamment avec GBTC, et on va regarder tout ça ensemble maintenant. On attaque tout de suite avec des nouvelles sur l'importance de la crypto dans les élections américaines de 2024. On sait déjà que ça va avoir un rôle très fort et que ça risque d'être vraiment compliqué à gérer. En tout cas, dans les échanges qui ont été effectués, Tom Emmer explique que ça va être vraiment un sujet qui va être compliqué à gérer pour ceux qui vont se présenter, parce que il y a les CBDC, parce qu'il y a les cryptos, parce qu'il y a la notion de liberté, qui est très forte aux USA, et qui est en même temps très fortement opposée à la volonté d'avoir un gouvernement qui contrôle énormément. Donc on a vraiment cette dualité qui s'oppose, et ça va se ressentir dans les élections, et de toute façon on ne se cache pas, si vous avez suivi les vidéos du week-end, que on va avoir besoin d'une décision politique pour faire en sorte que tout tourne bien et qu'on ait une législation qui soit claire. Là actuellement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et de toute façon on voit que la SEC est en train d'attaquer fortement Binance, on le savait déjà depuis un certain temps. Alors, je rappelle que c'est Binance US, mais forcément, si Binance US est impacté, il y a de grandes chances qu'il y ait une partie de liquidation qui aille chercher d'autres actifs de Binance, donc il va falloir faire relativement attention. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça c'est intéressant, c'est deux choses. Un, c'est pas Binance US réellement qui est attaqué, c'est la relation entre Seifu, CEFFU, et Binance US. Seifu, historiquement, c'était Binance Custody, qui est un logiciel, ou en tout cas une façon de gérer les fonds, avec derrière un wallet, et globalement tout ce qui tourne autour. Alors ça peut ressembler un peu à Fireblock, pour ceux qui connaissent dans la partie institutionnelle, Fireblock qui est un logiciel pour les institutionnels pour gérer leur wallet, et globalement tous les transferts de fonds qui sont instanciés. C'est un peu la même chose, sauf que c'est propriétaire, et c'est à Binance. Alors, il y a la notion de comment l'interconnexion entre Binance US et Seifu se fait, parce que normalement, on est censé utiliser un logiciel US uniquement, on n'est pas censé utiliser autre chose, et surtout pas quelque chose qui appartient en lui-même à Binance. C'est le principe, c'est d'utiliser un prestataire externe à Binance. Le souci, c'est que Seifu est dirigé par, quand on regarde les principaux actionnaires, que des membres de Binance. Donc c'est un peu compliqué de déterminer que c'est vraiment séparé. Cette notion ici de ligne très floue. Je vous invite à lire cet article qui est très bien fait, je vous le mets dans le thread Twitter qui ira avec, en tout cas, cette vidéo. On avance un petit peu sur ce combat SEC Binance US, dans lequel la SEC demande à un juge de statuer la possibilité de pouvoir accéder entièrement à Binance US, parce que il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dedans. Un, le fait qu'on a des vagues de départ colossal, avec notamment son CEO. Alors là-dessus, vous allez me confirmer, mais je suis en train de lire beaucoup de choses sur le fait que depuis 8 mois, on ne sait pas où il est. Clairement, là, il y a des grosses zones d'ombre. Alors, les sources que j'ai sont plutôt cohérentes, hein, mais ça n'empêche que ça me semble quand même relativement gros, donc je suis en train de chercher encore une confirmation des sources encore plus officielles avant de pouvoir statuer réellement, mais si ça s'avérait réel, ça sous-entendrait qu'on aurait un dégraissage exprès pour pouvoir limiter l'accès aux informations sur la notion de custody. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, et c'est un petit peu ce qui est en train d'expliquer The Block avec cette notion de mass exodus, que les départs massifs sont liés à la notion de l'accès à l'information sur la gestion des tokens. Et là, ça pose problème si c'est réellement validé. Alors on prend un peu de recul par rapport à ça, mais en l'occurrence, là-dessus, il va falloir trouver des nouvelles sources pour vérifier que c'est bien ça. Par contre, l'élément important, c'est que
actuellement la SEC, et pourquoi la SEC est en train de s'exciter énormément, c'est qu'ils sont en train de statuer que la personne qui a audité Binance US est incapable, alors pas incapable, a trouvé que c'était très difficile de valider que la société était vraiment collatéralisée à certains moments de sa vie. Ça sous-entend qu'on n'arrive pas à prouver que Binance US possède l'intégrité de ses cryptos à tous les moments de sa vie. Et c'est très important parce que ça sous-entend que là-dessus, on pourrait avoir une crise de liquidité au niveau de Binance. Alors, là-dessus, je vais temporiser deux choses. Premièrement, oui, on peut avoir une crise de liquidité au niveau de Binance, mais ce sera Binance US. Est-ce que ça va avoir un impact sur les autres Binance? Possiblement. Donc, comme d'habitude, on n'oublie pas que not your key, not your coin. Donc, on prend du recul par rapport à ça, laisser le minimum sur les différentes plateformes centralisées, que ce soit Binance, que ce soit Bybit, Bitget, peu importe ce que c'est, laissez le minimum de crypto. C'est là-dessus où vous êtes vraiment le plus sécurisé. L'autre point à prendre en considération, c'est que on a quand même beaucoup de FUD qui est autour de Binance. Déjà depuis un certain temps, on sait qu'on a des gros acteurs américains qui sont en train d'arriver, comme Fidelity, comme BlackRock. Bon, à un moment donné, on sait très bien qu'on va devoir faire de la place. Est-ce que c'est en train d'être effectué comme ça? En sachant que la SEC, historiquement, se sont quand même fait bien bananer, comme avec des personnes comme Madoff, où Madoff produisait des documents qui étaient faux, mais vraiment faux, c'est-à-dire qui étaient créés à la main avec des fausses transactions, pour pouvoir prouver que, en effet, il y avait des vraies transactions, alors que derrière, c'était un Ponzi. Donc, on prend un petit peu de recul sur la capacité de la SEC de déterminer si oui ou non il y a une malversation, et surtout, le biais politique qu'il y a par rapport à la crypto, et le fait de pouvoir appuyer très fortement sur la crypto. Clairement, Binance étant un gros acteur, si Binance s'effondre, bon, bah là, en l'occurrence, on aura forcément une pression très très forte sur les cours du BTC et de la crypto. Donc, encore une fois, la notion de FUD est très importante. La notion de risque au niveau des cryptos liée à Binance, qui est un risque systémique au niveau des cryptos. Donc, on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Surtout que, actuellement, la SEC a demandé, comme je vous l'ai dit, au juge, sauf que le juge a refusé, a dit que c'était beaucoup trop tôt maintenant, et que Binance fournissait les éléments, que oui, il prenait plus de temps que prévu, mais il fournissait les éléments. Donc c'est très important de voir qu'on est quand même ici dans une forme de mitigation, et c'est très important, et c'est là où justement on fait attention aux différentes communications. Au niveau de la macro, on va voir l'IPC aujourd'hui, IPC Europe très important, dans lequel on attend 5,3. Bon, ça veut dire équivalent, je pense qu'on devrait normalement être au-dessus, voir la réaction que l'on aura, je ne pense qu'on aura aucune réaction sur la partie US, un petit peu peut-être sur le 440 ou sur les différents indices, sur l'Eurostock ou des choses comme ça, mais on sera relativement stable à mon avis. Par contre, ce qui va être intéressant, toujours on rappelle, c'est demain, FOMC 20h, discours de Powell, conférence de presse 20h30, dans lequel on risque d'avoir pas mal d'informations sur ce qui est en train de se passer ici, le pétrole qui continue à pousser, on a toujours un target 93, on voit que on s'est quand même un petit peu enflammé sur le pullback, ici on a fait plus 15%, quasiment 16%, et on irait chercher les 17%. Rappelez-vous ce que je vous ai dit ici, la rupture que l'on a eue et le pullback, je vous ai dit attention, si on repasse ici et qu'on accélère, c'est direct les 93, c'est exactement ce qui s'est passé, grosse accélération, avec quand même deux grosses semaines sur 4 semaines. Donc globalement, si cette semaine clôture dans les 93, ok, il va falloir surveiller, est-ce qu'on fait quelque chose comme ça, c'est-à-dire une accélération, retracement, pullback, accélération baissière. Là, on aura un signe pour se dire qu'on va retracer potentiellement dans les 80, ce qui serait plutôt logique et bénéfique sur la notion de l'inflation. Par contre, si jamais on fait une rupture haussière, on fait un pullback haussier, là c'est très très mauvais. Il y aura peut-être une opportunité pour recharger si vous êtes déjà comme moi en long sur le pétrole, il y aura peut-être quelque chose pour faire une continuité, mais par contre dans la gestion de l'inflation et la position des USA, ça va être vraiment catastrophique, et donc ça sous-entendrait que les prochaines targets seraient beaucoup plus hautes. Serait dans un premier temps forcément la target 100, on aura un petit peu de momentum qui bouge ou pas, mais bon, vraiment pour moi ce serait la liquidité à 102, pour ensuite aller chercher beaucoup plus haut. On irait chercher le top, donc c'est-à-dire 123. Alors un baril à 123, je peux vous dire que l'inflation des US, elle est pas prête d'être gérée, et c'est le même cas au niveau de l'Europe. Hein. Donc là, on va être dans une dynamique qui va être pas du tout la même, et là-dessus, on peut avoir vraiment la mise en place très forte de stratégies agressives au niveau des USA, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de samedi dernier.
Du coup, on a ici un ESP500 qui s'enfonce, hein, clairement, le ESP500 dans lequel on a fait une bougie d'accélération haussière qu'on a ravalé, on a quand même clôturé en positif, hein. Je m'attendais à ce qu'on soit peut-être plus en négatif, on a eu le pendant négatif dans lequel on a comblé une partie du gap, mais qui reste encore à combler. J'ai tendance à vous dire que là on est plus dans une forme ici de temporisation, hein. Ça, ce type de bougie là que l'on voit, le momentum n'est pas créé, parce qu'on attend tout simplement mercredi, on attend demain, pour pouvoir prendre la décision, pour avoir le volume nécessaire, pour pouvoir soit casser baissier, combler ce gap, et aller chercher le gap suivant qui serait ici dans les 4300, 4298, ici que l'on attend d'être comblé depuis un certain temps. On rappelle, impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion baissière qui est ici l'idée que l'on défend depuis un certain temps. Alors, on a ensuite le BTC. BTC qui, quant à lui, nous a fait encore une petite accélération, donc très beau rebond qu'on est en train de faire, même si la bougie a été ravalée de moitié où on voit que on est allé chercher une partie, hop, ici, de liquidité. On voit bien la prise de liquidité ici, dans lequel on a ensuite ravalé tout et on est redescendu où on a fait une réintégration au niveau du range. Ça se voit beaucoup plus dans les 2 heures, où on voit très bien ici cette accélération haussière, on est allé retester l'order block ici, cassure baissière et réintégration dans ici le range qu'on a depuis un certain temps, d'accord? Encore une fois, première, deuxième, accélération, prise de liquidité, réintégration dans le range. Bon, commence à avoir l'habitude de ce type de mouvement, on les a parfois ici dans la partie basse, pareil, hein, ici une fois, 2 fois, on casse, on réintègre, sauf que là le momentum était beaucoup plus fort, ça sous-entend que là le momentum est légèrement différent, malgré le fait qu'on se retrouve ici au niveau du RSI, dans des périodes de surachat déjà depuis un certain temps, et on structure au-dessus. D'accord, et c'est pareil, si on se retrouve ici en daily, on voit bien qu'on est repassé au niveau du 50, qu'on a du mal à accélérer à la hausse, et qu'on a un RSI, un momentum qui est déjà relativement haut. Quand on compare avec ce qui s'est passé, on prend un petit peu de recul ici, on voit bien que le momentum est monté très haut très vite, mais le cours est monté très haut très vite. D'accord, on est passé directement ici en surachat, alors que là on a vraiment beaucoup de mal, et on voit qu'on a un momentum qui se structure, alors que on a à côté un cours qui est relativement flat. Ça montre bien que on a une problématique d'écrasement de la volatilité très fort. Écrasement de la volatilité qui, par contre, au niveau de GBTC, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que là, quand on regarde, on a bien un momentum, donc ça, cette bougie-là, c'est la nouvelle autour de GBTC, le fait que il y a bien eu la validation d'un juge qui définit que la décision de la SEC n'est pas cohérente, donc que la SEC doit justifier ses choix autrement, donc forcément doit revalider ou non, enfin en tout cas repasser dans une case de validation de l'ETF Grayscale. Depuis, on a poussé. Et on est déjà dans un niveau qui est supérieur, on est passé au niveau au-dessus du 14 août. Ce n'est pas le cas au niveau du BTC. Donc là, on est dans une surperformance de Grayscale par rapport à l'état général du BTC, et voire même on est dans une incohérence, parce que là, on se retrouve dans une bougie qui est relativement rouge cette semaine, alors que le BTC est relativement vert. Ça sous-entend ici qu'on a une survalorisation de GBTC par rapport à BTC tout court. Et pourquoi ici on a du rouge? Parce que on est en train de jouer cette survalorisation. Ça veut dire qu'on attend une cassure de BTC, et que, étant donné qu'on est survalorisé par rapport à GBTC, on aura une cassure qui sera plus forte sur GBTC que sur BTC. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, c'est ce qu'on voit au niveau des futurs sur GBTC, c'est ce qu'on voit aussi au niveau des liquidités autour de BTC. C'est-à-dire que c'est le même principe, on est en train, ici, dans cette accélération haussière, de construire la liquidité. On voit bien qu'on est allé récupérer une partie de liquidité et qu'on a construit beaucoup plus. On a vraiment structuré des liquidités longues, très fortes, on est allé liquider une partie de short, mais on voit que il n'y a pas de liquidité ici dans ces zones-là. On a recréé un petit peu de liquidité, un petit peu au-dessus, au niveau des 27 400 jusqu'à potentiellement 28 000. On pourrait aller chercher, pourquoi pas les 28 200 qu'on a en tête depuis un certain temps, 28 100, 28 200. Mais dans tous les cas, clairement, on sait que le mouvement final sera une récupération de ces liquidités-là pour aller chercher un petit peu plus. Et le renforcement de ce qui est en train de se passer au niveau de GBTC, pour moi, est une alerte supplémentaire sur potentiellement une cassure baissière qu'on est en train de voir. Surtout que quand on regarde un petit peu les positions de l'order flow qui nous donne un petit peu le flux de capitaux,
on voit quoi? On voit toujours ces long shorts des top traders qui sont vraiment cette pression baissière, malgré le fait qu'on ait un open interest qui pousse à la hausse fortement, c'est-à-dire on voit bien l'open interest qui est allé chercher cette liquidité, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement perp, ce n'est pas un mouvement, c'est un mouvement perp, pardon, et pas un mouvement spot, donc ça veut dire que c'est un mouvement qui est lié avec des contrats futurs, et on le voit très bien ici, on a eu cette accélération, liquidation, et ensuite on s'enfonce. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une phase de manipulation, et donc on prend du recul, on fait toujours très attention. C'est tout pour cette quotidienne, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient le travail que j'effectue tous les jours pour vous, et on se retrouve à 13h30 pour parler de Matic, la crypto de Polygon, qu'on devra peut-être bientôt appeler Paul. On voit tout ça ensemble à 13h30.